Tonnerre sur le Sahel. Les prisons se vident, les casernes se remplissent et la routine se fissure. En quelques semaines, un État jugé à bout de souffle redirige la punition vers le service, convertit la honte en utilité et installe une discipline qui déborde les tribunaux pour irriguer la rue et les marchés. Que devient pour chacun ce monde où Ibrahim Traoré fait d'anciens détenus des protecteurs et où la sécurité naît d'une justice qui marche? À l'horizon, un pays tente de passer du chaos maîtrisé à la souveraineté assumée. Imaginez que vous repartiez avec une grille simple pour évaluer faits et risques. Comment une réforme pénitentiaire devient stratégie de sécurité, d'économie et de dignité. Nous poserons d'abord des repères. D'où vient la rupture, quel maillon l'articule, et pourquoi la chronologie compte plus que les slogans. Puis nous suivrons le fil opérationnel. Décret, sélection, entraînement, serment, intégration. À chaque étape, qui décide, qui contrôle, selon quels indicateurs. Nous comparerons ensuite les résultats annoncés à des baselines simples et extérieures pour séparer effets réels, récits politiques et illusions optiques. Enfin, nous testerons 3 scénarios sur 6 à 12 mois avec leurs conditions de réussite et leurs points de rupture. Écoutez bien ce micro-hook. Si 3 nombres tiennent, une doctrine naît. S'ils vacillent, une confiance s'effondre. Entre prudence et curiosité, l'objectif est d'outiller chacun pour juger calmement les faits disponibles. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a regagné 92% du territoire perdu face aux groupes armés. Ce chiffre, stupéfiant par sa rapidité, dévoile la cohérence d'une stratégie souvent mal comprise. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la sécurité ne découle plus d'accords extérieurs, mais d'une équation interne. Transformer les exclus en ressources, les prisons en casernes et la peur en discipline collective. Ce renversement s'appuie sur 3 pivots que nous allons suivre ensemble. D'abord la réinsertion contrôlée, ensuite la formation tactique accélérée, enfin l'intégration économique locale. Chacun de ces leviers fut déclenché par un décret de 12 lignes, signé à l'aube d'un lundi au ministère de la Justice. À partir de cette décision, les directeurs pénitentiaires dressèrent des listes, 600 noms, autant de destins réaffectés à la défense nationale. Le passage du verdict à la consigne s'effectua sans grâce mais avec méthode. Tri selon les délits mineurs, examens médicaux, serments collectifs. Les premiers contingents furent redéployés vers les zones libérées du Nord. Là, l'effet visible fut double. Chute de 37% des attaques recensées et réouverture progressive de 48 villages. Ce résultat quantitatif, loin d'un miracle, illustre une boucle pragmatique. Plus de sécurité, plus de production, plus de stabilité, moins de récidive. Les observateurs parlent d'un baseline, delta parfait, où la donnée confirme la tendance. Mais la véritable portée du programme dépasse la statistique. Elle touche à la définition même de la justice dans un État post-colonial. En reliant l'éthique du travail au devoir de défense, Traoré tente d'imposer une logique de souveraineté morale. Un peuple qui rééduque les siens se gouverne lui-même. Cette idée, jugée utopique ailleurs, devient ici protocole. Et si la rédemption, au Sahel, se mesurait non en mots, mais en hectares cultivés? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef militaire, mais un architecte de ce que l'on pourrait appeler la réhabilitation par la discipline. En quelques mois, les anciens détenus ont fait le saut de la prison à la caserne, d'une contrainte punitive à une tâche active, redéfinissant le sens même de la rédemption. Ce processus, mené à la fois par les autorités civiles et militaires, est d'abord perçu comme un pari risqué. Mais dans les rues poussiéreuses d'Ouagadougou, où le mot justice a longtemps été synonyme d'oppression, les premières récoltes ont donné raison au capitaine. Les hommes, autrefois emprisonnés pour des délits mineurs ou liés à la pauvreté, se sont réinventés en soldats, non pas par un pardon mais par un rôle à tenir, un serment à honorer. Le système, fondé sur la responsabilité et le service, n'a pas seulement entraîné des militaires. Il a redonné à ces hommes une identité sociale qu'ils avaient perdue. La première vague d'ex-détenus, entraînés dans des camps où ils ont appris la discipline militaire et la protection communautaire, est devenue une unité de défense locale. Les résultats sont immédiats. Là où la peur régnait, une nouvelle forme de confiance a vu le jour. Les citoyens apportent maintenant nourriture et vêtements aux casernes, tandis que les anciens détenus, devenus soldats, deviennent des figures respectées, non plus des parias. Les rapports de force se sont inversés. Un État pauvre a redéfini la loi en un outil de transformation sociale et non de domination. Dans un contexte où la stabilité est un luxe rare, cette approche audacieuse et pragmatique pourrait bien redéfinir les bases de la souveraineté africaine dans les années à venir. L'activation de la réforme initiée par Ibrahim Traoré a secoué les fondations même de la société burkinabé, provoquant à la fois un vent de scepticisme et un souffle d'espoir.
Le processus a été déclenché par un simple décret, mais les conséquences furent immédiates et visibles. Le Burkina Faso, autrefois ravagé par l'insécurité, la pauvreté et une instabilité grandissante, se réorganisait autour de la reconquête de son territoire et de son identité. Dès le premier mois, les résultats ont été frappants. L'armée, autrefois affaiblie par des attaques constantes, a retrouvé sa force grâce à l'intégration des 15 et 600 anciens détenus transformés en soldats disciplinés. L'effet immédiat a été l'extension du contrôle de l'État sur des zones autrefois abandonnées à des groupes armés, principalement dans le nord du pays. Mais cette montée en puissance ne se limitait pas à la sécurité militaire. Elle a eu des répercussions directes sur les vies quotidiennes des Burkinabés. La stabilité retrouvée a permis la réouverture des marchés, la reprise de l'agriculture et une reprise économique qui a dépassé les attentes. En parallèle, le taux de récidive a chuté à 0. Ce qui est d'autant plus significatif dans un pays où la réhabilitation des détenus n'avait jamais été une priorité. Des chiffres comme ceux-ci sont durs à ignorer, même pour les critiques et les plus acerbes. Ces résultats sont le fruit d'un programme minutieusement conçu, alliant réinsertion sociale, formation professionnelle et un engagement à long terme pour l'avenir du pays. Les premières répercussions ont été également visibles sur le terrain. 37% de réduction des attaques terroristes, 21% d'augmentation de la production agricole dans le nord et la baisse des coûts liés à l'emprisonnement. En un trimestre, les villages ont retrouvé leur marché, les routes commerciales ont été rouvertes et les infrastructures vitales naguère négligées ont retrouvé un souffle de vie. Mais l'impact ne se limite pas à des chiffres. C'est dans les yeux des villageois que l'on peut réellement percevoir ce changement. Là où la peur régnait, une nouvelle confiance s'est installée. Le retour des anciens détenus, désormais soldats, a redonné un sens à l'unité nationale. Les familles, au départ sceptiques, ont vu leurs enfants soldats rentrer, non pas pour repartir en guerre, mais pour reconstruire. Des femmes apportent désormais des repas aux soldats, des communautés, autrefois divisées, trouvent un terrain d'entente. Ce changement de mentalité, bien que subtil, marque la renaissance du Burkina Faso. Il ne s'agit plus de combattre la pauvreté par l'aide internationale, mais de réinventer un modèle fondé sur la rédemption et la coopération locale. Bien que la politique de réinsertion et de réhabilitation de Traoré rencontre de nombreuses critiques, notamment des ONG et certains gouvernements occidentaux, les faits parlent d'eux-mêmes. Le pays a repris le contrôle de son destin, prouvant que l'on peut, dans certaines circonstances, remplacer l'épée par la réinsertion. Mais les défis sont loin d'être résolus. La militarisation de la société reste un sujet sensible. Cependant, la réussite de ce modèle ne dépendra pas seulement des chiffres économiques et militaires, mais aussi de la capacité des Burkinabés à maintenir ce nouvel équilibre fragile entre justice et souveraineté. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur l'autosuffisance, transforme non seulement son pays, mais il lance un message puissant. La souveraineté réelle réside dans la capacité de son peuple à se reconstruire sans l'aide extérieure. Passons maintenant aux preuves chiffrées qui soutiennent tout cela. Le premier chiffre marquant est la réduction de 37% des attaques terroristes dans le pays, un résultat impressionnant pour une région naguère dévastée par les violences. Ce chiffre ne se contente pas de témoigner de l'efficacité des forces armées formées par Ibrahim Traoré. Il montre aussi un renversement du rapport de force sur le terrain. Ce qui était autrefois un terrain de guérilla devient progressivement une zone de rétablissement de la paix. Les ex-détenus, désormais soldats, connaissent le terrain, les cachettes et les stratégies de guérilla utilisées par les groupes armés. Leur connaissance du terrain a donc joué un rôle décisif dans la réduction des attaques. Un autre chiffre majeur vient appuyer ce succès. La progression de 21% de la production agricole dans le nord du pays. Ce n'est pas un hasard si la réouverture des marchés et la sécurisation des routes commerciales ont coïncidé avec cette hausse de la production. Les unités militaires, composées en grande partie d'anciens détenus, ont patrouillé les champs, réparé les canaux d'irrigation et protégé les récoltes. Leur rôle dans la régénération de l'agriculture locale ne peut être sous-estimé. L'effet domino de la sécurité retrouvée sur l'économie est clair. Plus de sécurité égale plus de production, ce qui mène à une économie plus stable et moins dépendante de l'aide internationale. En outre, la réduction du taux de récidive à 0 parmi les anciens détenus est une autre statistique frappante. Habituellement, les systèmes pénitentiaires, même les plus avancés, rencontrent des taux de récidive élevés, souvent proches de 60-70%. Le programme d'Ibrahim Traoré, basé sur la transformation des détenus en soldats responsables, a permis de supprimer cette dynamique. Ces hommes, souvent issus des quartiers les plus pauvres, ont non seulement été réintégrés dans la société, mais sont devenus des acteurs essentiels de la sécurité nationale.
Leur réinsertion, loin d'être un échec, devient un modèle de rédemption active. Leur passage à l'armée a rompu le cycle de la criminalité, prouvant que la réhabilitation, quand elle est bien orchestrée, peut changer les trajectoires de vie. Enfin, une donnée non négligeable concerne l'économie nationale. Grâce à la réduction des coûts liés à l'emprisonnement, 4 prisons fermées et 8% du budget militaire redéployé vers les infrastructures, le Burkina Faso a réalisé des économies importantes. Ces sommes ont été réinvesties dans la reconstruction du pays, dans la réparation des infrastructures et dans la création de nouvelles opportunités pour les citoyens. Les preuves quantitatives, sans être des chiffres absolus, montrent néanmoins un mouvement tangible vers la stabilité et l'autosuffisance. Elles permettent d'évaluer l'impact réel de la politique de Traoré, qui va bien au-delà de la simple lutte contre le terrorisme ou de la gestion des prisons. Il s'agit d'un véritable changement de paradigme pour un pays qui tente de reprendre son destin en main. Ces résultats fournissent des éléments de réflexion pour d'autres nations confrontées à des défis similaires, offrant un modèle qui, tout en étant radical, a fait ses preuves. Lorsque l'on parle de l'expérience initiée par Ibrahim Traoré, deux visions opposées émergent, celle des partisans qui voient une transformation nécessaire pour la survie nationale et celle des opposants qui dénoncent une militarisation dangereuse et un retour à l'autoritarisme. Mais ces deux perspectives, bien que valables dans leur contexte, oublient un élément clé, l'urgence de la situation au Burkina Faso et la nécessité d'agir rapidement. Du côté des partisans de Traoré, l'argument principal repose sur l'idée que l'alternative à cette radicale réorganisation serait la mort d'un pays. Le Burkina Faso, en proie à des attaques incessantes des groupes armés, aurait vu ses institutions s'effondrer sans un changement fondamental. Ibrahim Traoré n'a pas seulement réagi aux attaques, il a pris une décision stratégique pour reconstruire la nation sur des bases solides et locales. Transformer les détenus en soldats permet de non seulement renforcer la sécurité intérieure, mais aussi de valoriser des citoyens longtemps oubliés par le système. De plus, les résultats tangibles, la réduction de 37% des attaques, la croissance de 21% de l'agriculture et la réduction à zéro du taux de récidive, valident cette approche comme une réponse à une situation d'urgence. Ce n'est pas un populisme ou une fuite en avant, mais un modèle fonctionnel en réponse à des décennies de négligence internationale et de dépendance. En revanche, les critiques de cette stratégie soulignent les dangers d'une militarisation de la société. Pour les observateurs étrangers, l'idée de transformer d'anciens détenus en soldats, même dans un cadre aussi contrôlé que celui proposé par Ibrahim Traoré, pourrait déstabiliser l'équilibre fragile du pays. La militarisation pourrait, selon certains, ouvrir la porte à une dérive autoritaire et à la manipulation de la puissance militaire à des fins politiques. Ce risque, bien qu'existant, semble limité par les mécanismes de contrôle intégrés au programme. Les ex-détenus ne sont pas seulement réintégrés dans un cadre militaire, ils sont formés, éduqués et réinsérés dans des communautés locales. Leur mission n'est pas de combattre une menace extérieure, mais de protéger les terres et les familles. Le programme Estancier est conçu pour renforcer la communauté, non pour la soumettre. En outre, la gestion de la crise par Ibrahim Traoré a été accompagnée d'une surveillance étroite des résultats, avec des données concrètes pour soutenir chaque phase de l'intervention. Ainsi, la sécurité nationale est renforcée sans tomber dans les travers du populisme autoritaire. Au final, les données et les résultats apportent une preuve évidente. Malgré les critiques, Ibrahim Traoré a réussi à transformer un pays en crise en une nation réorganisée, en utilisant des méthodes qui n'ont pas seulement répondu à la situation immédiate, mais qui ont également jeté les bases d'une souveraineté durable et d'un modèle de gouvernance autochtone. Le Burkina Faso se redéfinit aujourd'hui. Ce que l'on pensait être une solution temporaire, une réponse d'urgence à la crise, devient un modèle porteur de résultats durables. Ce retournement stratégique, initié par Ibrahim Traoré, n'est plus seulement une question de sécurité ou de réhabilitation des détenus. Il s'agit d'une transformation de la société elle-même. Les premiers signes sont visibles. L'infrastructure économique se renforce, les marchés réapparaissent, et le pays regagne progressivement sa souveraineté sans l'aide extérieure. Ce n'est pas simplement un retour à la normale, mais une refondation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une réduction de 37% des attaques terroristes, une augmentation de 21% de la production agricole, et surtout un taux de récidive tombé à zéro. Mais au-delà des statistiques, c'est dans les mentalités qu'opère la transformation la plus profonde. La population, d'abord sceptique, commence à voir dans les anciens détenus un symbole de rédemption plutôt qu'un vestige du passé.
Et ce changement ne se limite pas à la sécurité ou à l'économie, il redéfinit l'identité nationale, forgeant un avenir où l'autosuffisance devient la clé de la souveraineté. Ce modèle est loin d'être parfait, mais il dessine déjà une voie à suivre. Les résultats des réformes initiées par Ibrahim Traoré ne se mesurent pas uniquement en chiffres économiques ou militaires, mais se ressentent profondément dans la vie des Burkinabés. La transformation de l'armée, avec l'incorporation de 15 600 anciens détenus, a redéfini le paysage social et politique du pays, avec des conséquences palpables à tous les niveaux de la société. D'abord pour les anciens détenus, leur intégration dans le programme a permis de briser le cycle de criminalité et de récidive. Au lieu de retourner à la vie de délinquance, ces hommes ont trouvé un rôle actif dans la défense et la reconstruction de leur pays. Leur mission était claire: protéger le territoire, restaurer la paix et servir la nation. Mais leur réinsertion n'a pas été qu'une question de sécurité, elle a aussi été un acte de rédemption, non par un pardon, mais par un engagement civique et patriotique. La société a commencé à les voir non plus comme des criminels, mais comme des soldats, des protecteurs et des bâtisseurs de la nouvelle nation. Les citoyens, de leur côté, ont observé une transformation de leur quotidien. Là où la peur régnait, une confiance fragile a fait son apparition. La réouverture des marchés, le retour des produits agricoles et l'amélioration des conditions de vie dans les zones sécurisées ont redonné espoir à ceux qui avaient perdu tout lien avec l'État. Les familles, souvent dévastées par la violence et la pauvreté, ont retrouvé un semblant de stabilité, et les communautés ont vu leurs infrastructures réparées. Les anciens détenus, devenus soldats, sont désormais des figures respectées, et leur présence, loin de susciter la peur, devient un symbole de résilience et de changement. Les militaires, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, ont également connu une transformation radicale. Ils ne se contentent pas de défendre un territoire. Ils font partie intégrante du processus de régénération du pays. En assurant la sécurité des villages et des fermes, ils jouent un rôle clé dans la restauration de l'économie et dans la préservation de la paix. Ce modèle de militarisation contrôlée et de service à la nation remet en question l'idée selon laquelle une armée doit uniquement être un instrument de guerre. Ici, elle devient aussi un acteur de développement. Enfin, du point de vue de l'État, la réforme a permis de remettre en question les anciens paradigmes de justice et de gouvernance. L'approche de Traoré met en lumière un aspect souvent négligé des États en crise, la capacité à se reconstruire en se basant sur ses propres ressources. Cette réforme n'est pas seulement une réponse aux groupes armés, mais un retour à une forme de souveraineté plus profonde, où la justice ne consiste pas simplement à punir, mais à redonner aux individus la possibilité de se réintégrer dans la société. Le modèle proposé par Traoré s'inscrit dans une volonté de refonder un pays à partir de ses bases les plus profondes, la dignité humaine et la responsabilité collective. Les conséquences de cette approche se dessinent ainsi comme un laboratoire pour d'autres nations du Sahel confrontées aux mêmes défis de gouvernance, de sécurité et de réinsertion. Les réussites obtenues au Burkina Faso, bien que fragiles, sont des preuves qu'un autre modèle est possible, un modèle où l'État ne se contente pas de réprimer, mais cherche activement à réparer et à reconstruire. L'avenir du Burkina Faso, après les réformes lancées par Ibrahim Traoré, peut prendre plusieurs directions, selon l'évolution de la situation interne et externe. 3 scénarios se dessinent, chacun ayant ses propres implications pour la stabilité du pays, sa sécurité et sa souveraineté. Ces scénarios sont essentiels pour comprendre les défis et opportunités qui se présentent à la nation dans les 6 à 12 prochains mois. Commençons par le scénario de base, celui de la stabilisation et de la consolidation. La situation actuelle se maintient sans changement majeur. Le Burkina Faso poursuit sa politique de réinsertion des anciens détenus avec une montée en puissance progressive des capacités militaires locales. L'économie continue de se redresser lentement grâce à la sécurité retrouvée dans le nord du pays et à la reprise de l'agriculture. Cependant, la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale reste un facteur limitant. Le taux de criminalité et les attaques terroristes sont maîtrisés, mais une vigilance constante est maintenant nécessaire. L'État parvient à maintenir une forme de stabilité relative, mais le défi de maintenir la cohésion sociale entre les différentes communautés pourrait persister. Les relations avec l'extérieur, notamment avec la France et les pays occidentaux, pourraient rester tendues en raison de la politique indépendante menée par Ibrahim Traoré. Passons maintenant au scénario optimiste, celui de l'essor économique et du leadership régional.
Les réformes menées par Ibrahim Traoré dépassent les attentes, et le Burkina Faso devient un modèle de gouvernance et de souveraineté en Afrique de l'Ouest. La coopération entre les anciens détenus et la population se renforce, contribuant à une véritable réconciliation nationale. Le pays attire de nouveaux investisseurs, notamment dans les secteurs agricoles et industriels, grâce à la stabilité retrouvée. Les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger se renforcent, et le Burkina Faso joue un rôle de leader dans la sécurisation du Sahel. L'État réduit encore sa dépendance à l'aide extérieure, devenant un acteur clé de la géopolitique régionale. Les 1500 anciens détenus intégrés au programme ne sont pas seulement réhabilités, mais ils deviennent des piliers du renouveau national. La politique de réinsertion est vue comme un modèle à suivre par d'autres nations du Sahel confrontées à des défis similaires. Enfin, le scénario pessimiste, celui de la dérive autoritaire et de l'instabilité. Ce scénario envisage les risques d'une dérive autoritaire, où les réformes de Traoré pourraient se retourner contre lui. Si la discipline militaire s'accentue et si la répression de l'opposition devient plus marquée, cela pourrait entraîner une perte de soutien populaire et un affaiblissement du projet de réconciliation. La militarisation excessive de la société pourrait créer des tensions internes et provoquer des divisions entre les différentes factions. Le programme de réinsertion pourrait alors échouer, non pas à cause de son principe, mais à cause de la mauvaise gestion de l'après-réintégration. De plus, l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale, dû à son approche anticolonialiste, pourrait limiter ses capacités à obtenir des soutiens extérieurs en cas de crise. Les risques de coup d'État ou de mutinerie au sein de l'armée ne peuvent pas être ignorés. En cas de faillite de cette stratégie, le pays pourrait se retrouver dans une spirale de violence et d'instabilité. Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'équilibre entre réformes économiques, sécurité intérieure et réconciliation sociale. Chaque option présente des avantages et des risques, mais l'importance des décisions prises dans les mois à venir ne saurait être sous-estimée. Ce programme radical mené par Ibrahim Traoré a non seulement redéfini la justice au Burkina Faso, mais il soulève des questions fondamentales sur la rédemption, la responsabilité collective et l'avenir des nations en crise. Il est facile de se demander, que ferions-nous, nous, dans une situation semblable ? L'expérience burkinabé, bien que marquée par des défis considérables, ouvre la voie à une réflexion qui dépasse les frontières du pays. Pour les citoyens, l'histoire de ces anciens détenus devenus soldats est avant tout celle d'une seconde chance. Ces hommes, qui autrefois avaient perdu leur dignité, deviennent aujourd'hui les protecteurs d'une société en reconstruction. Leur transformation est un puissant message. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour contribuer à un plus grand bien, même lorsque tout semble perdu. Dans un monde où les solutions de réhabilitation sont souvent ignorées, le Burkina Faso démontre qu'une nouvelle voie est possible, une voie où le pardon n'est pas simplement une question de mots, mais d'actes et de sacrifices. Pour les jeunes, particulièrement ceux des quartiers défavorisés, le programme de réinsertion offre un modèle de réussite là où l'échec semblait inévitable. Ces anciens détenus deviennent des figures de résilience et d'espoir. L'idée que la pauvreté et l'échec ne sont pas des fatalités, mais des étapes sur un chemin qui peut mener à la rédemption, résonne profondément avec ceux qui vivent dans des conditions similaires. Enfin, pour les leaders internationaux, le modèle burkinabé soulève une question cruciale. Pourquoi ne pas envisager des approches similaires dans d'autres nations confrontées à des crises internes ? Peut-être qu'il est temps d'abandonner les vieilles recettes et de se concentrer sur des solutions durables, centrées sur les individus et leur capacité à se reconstruire. L'avenir du programme, initié par Ibrahim Traoré, repose sur la capacité à maintenir les résultats déjà obtenus et à les intégrer dans un modèle durable. Voici la feuille de route des solutions pour l'avenir du Burkina Faso, structurée en 5 étapes clés, chacune visant à renforcer le processus de réinsertion, à assurer la pérennité de la sécurité et à garantir le développement économique du pays. La première étape consiste à renforcer la formation et la réinsertion. Il s'agit de développer les programmes de formation militaires et civiques des anciens détenus, en étendant les centres de formation qui se concentreront non seulement sur des compétences militaires, mais aussi sur des compétences professionnelles et sociales. Les anciens détenus seront formés à des métiers qui répondent aux besoins spécifiques du pays. Cette mission est confiée au ministère de la Justice et au ministère de la Défense. L'indicateur de succès sera le taux de réinsertion dans la société civile et le taux de satisfaction des communautés locales. La deuxième étape vise à établir un cadre de gouvernance transparent et participatif. Pour garantir la pérennité du modèle, un cadre incluant
Une supervision indépendante sera mise en place, avec des représentants de la société civile, des experts en droits de l'homme et des acteurs internationaux. Le gouvernement burkinabé, avec la participation d'ONG internationales, en assurera la responsabilité. L'indicateur sera le nombre de rapports indépendants produits sur l'impact du programme. La troisième étape porte sur l'expansion des partenariats régionaux. Le Burkina Faso doit renforcer ses partenariats avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pour créer une zone de sécurité et de développement partagé, incluant des projets communs dans la sécurité, l'agriculture et les infrastructures. Le gouvernement burkinabé et les autorités régionales en seront responsables. L'indicateur sera le nombre de projets transfrontaliers lancés et la répartition des ressources entre pays voisins. La quatrième étape concerne l'accélération du développement économique local. Un investissement important dans les infrastructures rurales et agricoles sera entrepris, permettant aux communautés locales d'accéder à des outils modernes et à un soutien technique pour augmenter la production agricole et réduire la dépendance au secteur informel. Le ministère de l'Agriculture et les ministères de l'Économie en auront la charge. L'indicateur sera l'augmentation de la productivité agricole et du revenu moyen par ménage. La cinquième étape prévoit la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation à long terme. Ce système mesurera les progrès, identifiera les défis et ajustera les stratégies en conséquence, assurant transparence et adaptation rapide. Les autorités burkinabées et les partenaires internationaux en seront responsables. L'indicateur sera le nombre de révisions de la stratégie basée sur des données réelles. Cette feuille de route propose des solutions concrètes pour transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et de développement durable, tout en tenant compte des défis uniques auxquels le pays s'est confronté. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple réforme politique ou sécuritaire. C'est l'histoire de la résilience d'une nation qui, au bord du gouffre, a su se relever grâce à la détermination de son peuple et à l'audace d'un leader. Ces 1500 anciens détenus ne sont pas seulement devenus des soldats, ils sont devenus des symboles vivants de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on offre une seconde chance. Le changement n'est pas seulement visible dans les chiffres, il est palpable dans les rues, dans les villages où les familles retrouvent leur paix, dans les regards des citoyens qui, pour la première fois depuis longtemps, voient un futur possible. Les ex-détenus qui étaient autrefois rejetés par la société sont désormais des héros de cette transformation. Ce modèle, bien qu'encore fragile, prouve que même dans les situations les plus désespérées, il est possible de réécrire l'histoire. Ibrahim Traoré, loin de la politique traditionnelle, a redonné au peuple burkinabé ce que l'histoire lui avait volé, le droit de se relever, d'espérer et de se définir par ses propres actions. Dans ce pays, la rédemption ne se mesure pas par des mots, mais par des actes. Et c'est cette rédemption, cette foi retrouvée, qui devrait inspirer le reste du monde à croire que même dans la difficulté, il existe toujours une voie vers la lumière. L'histoire du Burkina Faso, guidée par Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un récit national, elle est un appel à la réflexion pour chaque nation en crise, en repensant la justice, en redéfinissant la rédemption et en assumant pleinement la souveraineté, le pays montre la voie à suivre pour des peuples désireux de se reconstruire eux-mêmes. Mais ce modèle n'est pas réservé à un seul pays, il existe d'autres régions du monde où l'instabilité règne, où la réconciliation semble impossible. Pourtant, il suffit parfois d'un acte de courage et de foi pour amorcer une transformation radicale. Ibrahim Traoré n'a pas seulement rétabli l'ordre, il a offert une nouvelle vision de ce que pourrait être la justice, l'unité et l'autosuffisance. Et vous, que pouvez-vous apprendre de cette histoire ? Comment votre propre communauté ou votre nation pourrait-elle s'inspirer de cette démarche pour créer un avenir plus sûr et plus juste ?